pěkný večer na dalším večeru, který pro vás připravila Moravská zemská knihovna pod hlavičkou knihovny Milana Kundera, což je projekt, který mimo jiné se uskutečňuje díky nádherné spolupráci, kterou máme s francouzskou ambasádou a francouzským institutem v Praze, kteří nám sem tam v rámci svých možností přivádí fantastické hosty, což je případem i dnešního večera. A protože je to večer, který je zcela v režii francouzského institutu, tak nebudu představovat hosty, protože to už jsou hosty mého přítele Simona Gilmora. Simon. Merci beaucoup, bonsoir à toutes et à tous. Merci beaucoup Thomas pour cet aimable mot introductif. Donc nous sommes très heureux, l'ambassade de France en République tchèque est très heureuse de collaborer avec la bibliothèque Morave de Brno et notamment autour de cette programmation et autour de ce merveilleux projet de bibliothèque Milan Kundera et de cette programmation de débats et d'échanges intellectuels dans le cadre de la programmation de la bibliothèque Milan Kundera. Dans ce cadre, aujourd'hui et ce soir, nous avons l'honneur et le plaisir d'accueillir à Brno le professeur Olivier Wieworka, spécialiste d'histoire contemporaine et qui vient de publier en 2023 une histoire totale de la Seconde Guerre mondiale. Ce livre vient d'être publié en tchèque, traduit en tchèque. C'est sorti il y a quelques semaines et nous avons d'ailleurs le plaisir d'accueillir la traductrice du livre, Kateřina Kyslikova, pardon, excusez-moi. Donc, nous vous souhaitons une excellente soirée. Je vais donner la parole directement au professeur Wieworka qui va introduire la présentation. Voilà, une bonne soirée et c'est ce que je voulais dire, un merveilleux moyen de célébrer, de commémorer en cette année 2025, même si nous sommes en fin d'année, de commémorer le 80e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale, et aussi de réfléchir à ce qu'est une société en guerre. La situation géopolitique en Europe est telle qu'il est important aussi de regarder derrière, de regarder l'histoire pour comprendre ce qu'est une société en guerre. Donc je vous remercie à toutes et à tous d'être présents ce soir et je laisse la parole à monsieur Olivier Wieworka. Donc, bonsoir, merci à tous et à toutes. Merci d'abord à la bibliothèque Milan Kundera de son accueil chaleureux. Merci à l'Institut français d'organiser cet événement. Merci à mon éditeur d'avoir pris le risque de traduire un gros livre en tchèque. Donc, vraiment, merci mille fois et merci à la traductrice qui a dû souffrir pour traduire ces quelques 1000 pages. Alors, je voulais commencer, on m'a demandé de présenter ce livre assez rapidement. Histoire totale de la Seconde Guerre mondiale, en tchèque, histoire complète de la Seconde Guerre mondiale, cela paraît très prétentieux. Alors, oui, c'est prétentieux, ce n'est pas moi qui ai choisi le titre, je le précise, c'est l'éditeur. Mais qu'entendre par histoire totale? Eh bien, cette histoire totale, je crois qu'il faut commencer par dire que la Seconde Guerre mondiale n'a pas été qu'une guerre. Et si nous prenons la Tchécoslovaquie n'a pas combattu. La Tchécoslovaquie n'est pas véritablement en guerre. Elle a été victime des accords de Munich et victime de l'occupation en mars 1939. Donc je crois que lorsque l'on dit histoire totale de la Seconde Guerre mondiale, histoire complète de la Seconde Guerre mondiale, on doit bien comprendre cela. La Seconde Guerre mondiale a été bien évidemment une guerre, mais elle n'a pas été qu'une guerre. Elle a été une expérience de dictature, et on le sait pour la Slovaquie avec Monseigneur Tissot, et elle a été aussi l'expérience d'une occupation.
En d'autres termes, ce que nos collègues de la guerre de 14-18 appellent la violence de guerre a été relativement limité. Les peuples ont été beaucoup plus exposés à une violence de la dictature et une violence de l'occupation qu'à une violence de guerre au sens strict. Je parle de la Tchécoslovaquie, mais je pourrais parler de la France. Les combats s'arrêtent en juin 1940 et reprennent en juin 1944. Ce qui veut dire que le phénomène militaire, l'idée que la Seconde Guerre mondiale, c'est une suite de batailles, cette perspective me semble erronée. Alors bien sûr, vous avez eu des batailles. Vous avez eu Pearl Harbor, vous avez eu Midway, vous avez eu Stalingrad, vous avez eu Koursk. Mais on ne peut comprendre ces batailles que si on les réinsère dans un ensemble. La Seconde Guerre mondiale s'est jouée sur les champs de bataille, mais elle s'est aussi jouée dans les usines. Le facteur économique a été déterminant. 1943, le Japon perd à peu près 1000 avions durant les batailles. Il en perd 3000 par accident, erreur de pilotage, malfaçon. Donc, si vous voulez, les pertes industrielles du point de vue aéronautique ont été plus importantes que les pertes strictement militaires. Donc, il faut absolument regarder du côté de l'économie. Il faut aussi regarder du côté des sociétés, du côté de la géopolitique, de tous ces éléments dont, je l'imagine, nous parlerons. Mais, et c'est ce point qui me paraît important, réduire la Seconde Guerre mondiale à une série de batailles me paraît illusoire. Et d'ailleurs, vous n'avez pas ce qui est le Graal des généraux, vous n'avez pas de bataille décisive. On vous explique que l'arrêt de la Wehrmacht en 1941 devant Moscou est un tournant décisif. D'accord. Que Midway, en 1942, est un tournant décisif. Parfait. Que Stalingrad est un tournant décisif. Que Koursk est un tournant décisif. OK. Aucune bataille n'a cependant permis d'obtenir la décision, contrairement, par exemple, pour Napoléon, la défaite de Waterloo. On se bat à Berlin en avril 1945. Et c'est une bataille. Donc il faut véritablement bien comprendre que cette guerre a été une guerre, mais qu'elle n'a pas été qu'une guerre, et que les autres éléments, l'économie, la géopolitique, ont été extrêmement importants. Alors, la Seconde Guerre mondiale n'a pas été qu'une guerre, mais est-ce qu'elle a été mondiale? On peut aussi se poser la question. Guerre mondiale, ça veut dire quoi? Si on veut dire qu'on se bat sur plusieurs continents, oui, la Seconde Guerre mondiale est une guerre mondiale. Mais est-ce que l'on se bat pour des valeurs universelles? Alors vous allez me dire, ça veut dire quoi, des valeurs universelles? Je veux dire que lorsque les États-Unis entrent en guerre, le président Wilson, par ses 14 points, donne un sens global et universel à cette guerre. Lorsque la Russie décide de se retirer de la guerre, c'est Lénine qui va donner un sens universel à la guerre, en disant que sur cette guerre peut naître une révolution mondiale, que Trotsky appelle de ses voeux. Or, lorsque l'on regarde la Seconde Guerre mondiale, on s'aperçoit qu'il n'y a pas d'universalisme. Qui aurait pu porter des valeurs universelles? Le Vatican. Mais je ne vais pas épiloguer sur ce que l'historien américano-israélien Saul Friedlander appelait les silences de Pie XII. Le Vatican a été très silencieux pendant la guerre. Et les communistes? On voit très bien que les communistes n'ont pas rêvé d'une révolution mondiale.
Le discours de Staline le 3 juillet 1941 le montre bien. Il n'appelle pas ses compatriotes camarades, il les appelle frères et sœurs. Et la manière dont Staline construit sa lutte en Russie et la manière dont Mao Tse-tung construit sa lutte en Chine, c'est une construction nationaliste. Il n'est absolument pas question de révolution, à telle enseigne que Mao ne mène aucune expérience révolutionnaire dans les territoires qu'il contrôle. Alors vous allez me dire, oui, mais est-ce qu'on mène des expériences révolutionnaires pendant une guerre? Oui. Pendant la guerre d'Espagne, vous avez eu des expériences révolutionnaires de réforme agraire. La réforme agraire pendant la guerre d'Indochine, c'est 1953, avant Dien Bien Phu. En Chine, contrôlée par les maoïstes, pas de réforme agraire. Et en Russie, repli sur le nationalisme le plus étroit. Guerre mondiale. Est-ce que cela veut dire que les théâtres d'opération sont interconnectés? La réponse est négative. Lorsque vous prenez, par exemple, la Russie ne combat qu'en Europe. L'Allemagne ne combat qu'en Europe, en Afrique et un peu au Moyen-Orient. Vous n'avez aucune synergie entre l'Allemagne et le Japon. Vous auriez pu me dire, mais quelle synergie? Exemple, la guerre sous-marine. Voilà bien une expertise que les Allemands auraient pu donner aux Japonais. Ils ne la donnent pas. Les Japonais auraient pu aider l'Allemagne à mener la croisade contre l'Union soviétique. Pacte de non-agression d'avril 1941, les Japonais n'interviendront pas contre l'Union soviétique. Et mieux, l'aide que les Américains apportent par ce que l'on appelle le pré-bail. Alors nous, en France, on voit le pré-bail avec les convois dans l'Arctique. 25%. 25% vont passer par la mer Caspienne, la Volga, mais 50% vont passer par Vladivostok. Les Japonais n'ont jamais attaqué un convoi. Guerre mondiale pour qui? Pour les Britanniques? Les Britanniques, en 1943-1944, n'ont déployé en Asie, où ils ont des colonies, que 5% de leurs avions et moins de 2% de leurs bâtiments, de leurs navires de guerre. Vous avez 1 million de soldats qui combattent en Birmanie contre le Japon. 1 million de soldats alliés. 60 000 Britanniques. Est-ce que les Britanniques ont mené une guerre mondiale? Donc la seule puissance à avoir mené une véritable guerre mondiale, ce sont les États-Unis. Et encore, 75% des forces aériennes américaines, 75% des forces terrestres américaines sont déployées entre 1943 et 1945 sur le théâtre européen. En revanche, 90% de la marine et la quasi-totalité de cette 4e armée que sont les Marines combattent en Asie. Guerre mondiale pour les États-Unis, oui, mais pas pour leurs armées. La marine a mené une guerre asiatique, enfin Asie-Pacifique, et l'armée de terre et l'armée de l'air ont mené une guerre avant tout européenne. Donc vous le voyez, histoire totale de la Seconde Guerre mondiale, cela veut bien dire qu'il faut réfléchir sur ce que signifie le terme de guerre et sur ce que signifie le terme de mondial. Cela veut dire aussi qu'il ne faut pas appréhender la question en termes moraux. Car l'un des éléments les plus importants, c'est de comprendre la rationalité de l'autre. Et comprendre la rationalité de l'autre, c'est quelque chose de compliqué. Par exemple, pourquoi les Japonais attaquent-ils à Pearl Harbor? Une réponse viendrait à l'esprit. Ils sont fous. Ils sont fous. Bon, ce n'est pas une très bonne réponse historique. En fait, les Japonais connaissent les États-Unis. L'amiral Yamamoto, qui a conçu le plan de Pearl Harbor,
a étudié à Harvard. Il a été attaché militaire à Washington, donc il connaît la puissance américaine. Donc l'idée de Pearl Harbor, c'est de frapper effectivement la flotte pacifique, mais c'est aussi de créer un choc dans l'opinion publique pour obliger les États-Unis à s'asseoir à la table des négociations. Et donc, quelque part, Pearl Harbor est un acte pacifiste qui essaye d'emmener les Américains autour de la table des négociations. Les Américains ne veulent pas la guerre. Et pour bien montrer à la fois qu'ils ne veulent pas la guerre, mais qu'ils veulent que le Japon arrête son expansion en Asie, ils prennent des politiques de sanctions. Et là encore, ces éléments, cette politique, produit des résultats inverses de ceux qui étaient escomptés. Car plus l'Amérique prend des sanctions, plus le Japon se sent étranglé, et plus le Japon pense que la guerre est le seul moyen de desserrer la corde qui l'étrangle. Donc vous le voyez, essayer de comprendre la rationalité de l'autre est un phénomène compliqué, et c'est ce phénomène compliqué qui a conduit à cet embrasement qui a été bien évidemment meurtrier pour la planète tout entière. Voilà en gros un certain nombre d'éléments dont j'ai essayé de traiter dans le livre, et je crois que maintenant il est temps de passer au dialogue. Dámy a pánové, přeji vám hezký večer. Moje jméno je Jiří Hanuš, já jsem byl pozván vedením zdejší knihovny, abych přispěl malou částí k tomuto večeru a zejména k diskuzi. My jsme se domluvili s panem profesorem na takovém pořadu toho dnešního večera. Slyšeli jste tu první část, že představil svou knížku, tak jsme se domluvili, abyste měli takový základní vhled k jeho motivaci a k takovým základním tématům, o kterých v knize mluví. Je totiž velmi zajímavé, proč se rozhodl právě pro syntézu a jaké byly další motivy k sepsání takto komplexní knížky o druhé světové válce. A pak jsme se domluvili na tom v rámci toho našeho programu, že si dovolím několik otázek položit já. Já nejsem úplně kompetentní, jako jsem sice historik, ale mým tématem není úplně druhá světová válka, nicméně pokusím se sformulovat několik otázek, které zajímají mě především, ale samozřejmě mohou být také inspirativní i pro vás. A potom bych byl moc rád, abyste dostali také prostor vy, jako auditorium, abyste se nebáli, abyste využili toho, že je tady pan profesor mezi námi a s námi, a abyste se eventuálně na něco, co vás zajímá, zeptali i vy. A protože vidím mezi vámi některé zdatné diskutéry, tak je tímto vyzývám, aby se odvážili a položili své otázky, aby to byl náš společný večer, aby to nebyla jenom diskuze mezi námi, ale abyste se do toho zapojili. No a potom jsem byl také upozorněn, že mám jako moderátor tohoto večera, této debaty, vám doporučit tu knížku k četbě, tak to rád udělám. Já bych možná připomněl, že v češtině vyšla jedna knížka v roce 2017 s názvem Mýty druhé světové války, kterou rovněž mohu doporučit, můžete si ji asi půjčit tady v knihovně. A to je knížka, kterou editoval pan profesor. A samozřejmě potom máte možnost si přečíst tu knížku, která právě vyšla, o které jsme teď slyšeli. A nejenom to, že si ji můžete přečíst, ale můžete si ji také koupit. A až bude po debatě, až už nebudou další otázky,
tak pan profesor souhlasil s tím, že by tomu, kdo si ji třeba pořídí, tak i podepsal. Tak to by byla taková představa, moje představa o tomto večeru. A ještě jednou moc děkuji za pozvání, za tu příležitost. Já musím říct možná tak na začátek takovou svou zkušenost. Pro mou generaci je francouzská historiografie taková opravdu závažná, taková inspirativní, taková zakládající naše poznání při historických studiích. Prostě musíme přiznat, že francouzská historiografie ve 20. století byla opravdu tou historiografií, na které jsme se něco naučili a naučili jsme se také samozřejmě díky tomu, že všichni ti velcí francouzští autoři 20. století byli postupně překládáni, zvláště v 90. letech, do češtiny a byli tak zpřístupněni jména jako Bloch, jako Brodel, jako Firé a další velké postavy i českým čtenářům. Takže pro mě je to taková příležitost dnes i se poznat s někým a setkat s někým, kdo pokračuje tady v té velké tradici francouzské historiografie a pokračuje i se zkoumáním novějších dějin toho 20. století a druhé světové války. Tak teď bude následovat mých několik otázek pro pana profesora. Tak první, co mě zajímá, je ta otázka výročí druhé světové války. Když se řekne výročí, tak já nevím, jak ve Francii, ale v České republice je to tak, že když se řekne výročí, tak je to něco takového trošku povinného, něco, čeho se zúčastníme, ale je to taková spíš společenská záležitost. Nebereme to jako něco, co by bylo zásadní pro poznání nebo nové poznání nějakých událostí. Ale u 80. výročí druhé světové války jsem měl celý rok, absolvoval jsem několik diskuzí během tohoto roku v rámci výročí. Jsem měl jiný pocit. Jsem měl pocit, že ta válka, druhá světová válka, je něčím náhle velmi aktuálním, že náhle něčím, o čem se začíná opravdu naléhavě přemýšlet. A ten důvod je jasný. Ten důvod je válka na Ukrajině, rusko-ukrajinská válka, která druhou světovou válku jaksi aktualizuje, přibližuje. Naraz to není 80 let. Naraz je to nějaká kratší doba. A tak jsem se chtěl zeptat ve své první otázce pana profesora, jak právě prožívá to výročí, jestli jsou tam záležitosti, které mu to také aktualizují a jak to třeba prožívají Francouzi. Alors merci pour ces questions. Je pense que l'anniversaire de la Seconde Guerre mondiale n'a pas été énormément commémoré en France. En France, on a surtout commémoré le débarquement, et pour une raison assez simple, c'est que le débarquement est un événement quand même plutôt heureux. Contrairement à ce que l'on croit, vous n'avez pas eu énormément de morts au moment du débarquement proprement dit, et ce débarquement enflamme les imaginations. Alors que la Seconde Guerre mondiale est bien évidemment assez compliquée, beaucoup plus triste, et donc vous n'avez pas eu la même ferveur autour de la commémoration de 1945 qu'autour du débarquement, me semble-t-il. Il est sûr, comme vous venez de le souligner, que ce que nous vivons aujourd'hui semble ressembler à un mauvais remake de l'Europe des années 30 et de ce qui va suivre. Montée de pouvoirs extrémistes, d'une part, et guerre en Ukraine. Alors, je pense qu'il faut ici faire attention à ces parallélismes en soulignant deux choses. Premier élément, et c'est vrai, vous avez une forme de conscience historique
qui montrent que la Seconde Guerre mondiale n'est pas morte. Elle est encore vivante, et elle est encore très vivante, notamment dans la tête de Vladimir Poutine, qui prétend dénazifier l'Ukraine, mais ce souvenir de la Seconde Guerre mondiale se surimpose aussi au souvenir de l'éclatement de l'Union soviétique, et donc ce n'est pas le seul élément qui explique la conduite de Vladimir Poutine, si l'on peut raisonner en ces termes. Montée des populismes, montée également des budgets de défense alors que l'Europe pensait toucher les dividendes de la paix, tous ces éléments, bien évidemment, ressemblent aux années 30. Autre élément aussi qui ressemble aux années 30, c'est le caractère non contraignant des alliances. Je m'explique. Les historiens estiment que la guerre de 14-18 a été provoquée par la rigidité des alliances. C'est-à-dire qu'à partir du moment où un pays mobilisait, le pays allié pensait qu'il fallait également mobiliser, et donc que c'est la rigidité des alliances qui a provoqué l'embrasement de la Première Guerre mondiale. Au contraire, ce que l'on voit, c'est que la Seconde Guerre mondiale a été provoquée par le caractère non contraignant des alliances. C'est bien parce que la France ne s'est pas sentie obligée de défendre la Tchécoslovaquie que vous avez eu Munich, que la France et le Royaume-Uni ne sont pas intervenus en Pologne, que à la fois l'Allemagne et la Russie ont pu dépecer la Pologne. Et donc, nous sommes ici, je crois, dans un caractère plus proche de la Seconde Guerre mondiale aujourd'hui que de la Première, parce que lorsque l'on vous parle de l'article 5 du traité de l'OTAN, il n'est pas contraignant. Les pays peuvent utiliser la force, mais ce n'est pas une obligation, contrairement à ce qu'on croit toujours. Donc il n'y a jamais eu d'automaticité. Mais la différence, me semble-t-il, entre la Seconde Guerre mondiale et la situation qui prévaut aujourd'hui, c'est que les frontières sont admises, ce qui n'était pas le cas après le traité de Versailles. Donc l'Allemagne a accepté la ligne Oder-Neisse, la Pologne n'a pas de contentieux territoriaux, donc tous ces éléments qui ont empoisonné l'atmosphère durant l'entre-deux-guerres ne sont pas présents. Et l'autre différence, même si ce conflit ukrainien est atroce, c'est que, pour parodier Clausewitz, les protagonistes ne cherchent pas une ascension aux extrêmes. Alors, je peux me tromper, mais on voit bien qu'il y a la volonté de rester dans un conflit localisé. La Russie n'a pas attaqué la Moldavie, la Russie n'a pas attaqué les pays baltes, la Russie n'a pas utilisé le nucléaire tactique. Donc on n'est pas dans cette ascension aux extrêmes qu'Adolf Hitler, lui, a accepté de risquer. Donc vous le voyez, on voit que l'histoire est très intéressante parce qu'elle est claire, mais elle ne doit pas non plus nous aveugler. La situation qui prévaut aujourd'hui n'est pas la même que celle qui prévalait dans les années 30. Já se pro jistotu zeptám, jestli všichni slyšíte v těch překladačích, jo? Je to všechno v pořádku. Pokud tedy nerozumíte francouzsky, tak jsou tady překladatelky, které tyto zdravím tímto a děkuju. Pane profesore, vy jste v tom svém úvodním slovu doložil to, že se jedná o kompletní historii druhé světové války tím, že jste zdůraznil, že to nejsou jenom ty bitvy, že ta válka má spoustu dalších rozměrů. Zmínil jste ten rozměr ekonomický, ten společenstevní, geopolitický. Druhá světová válka je ale také konfliktem, dalo by se říct, velkých ideologií. Tam ten ideologický moment je také velmi silný. Můžeme mluvit o fašismu a jakési odrůdě fašismu, nacismu. Můžeme mluvit o komunismu jako velkých ideologiích té doby, které se prolínají s další velmi zajímavým faktorem té doby, snad i ideologickým, to znamená s jakýmsi revolučním nacionalismem. A já si myslím, že je to zase jako velmi aktuální téma, když pojmeme
konflikty nejenom jako válečné konflikty, ale jako konflikty ideologické. Protože dnes se vede mimo jiné také debata o tom, zda může být ideologie poražena. Zda může být poražena prostřednictvím války, prostřednictvím násilí. Já si myslím, že je to velmi aktuální. A zda může být tedy ideologie poražena silou. A v případě třeba Německa, v případě Japonska za druhé světové války vidíme jakousi úspěšnost té porážce ideologií. Vidíte to podobně? Alors la Seconde Guerre mondiale a bien sûr été une guerre idéologique, mais il faut aussi en prendre la mesure. Comme je l'ai précisé, en fait, les communistes ne rêvent pas de révolution mondiale. Donc on a un repli sur le nationalisme. Autre élément à souligner, les puissances anglo-américaines n'ont pas le sentiment de mener une guerre idéologique. Bien évidemment, ils mènent une guerre idéologique contre. Je veux dire, Roosevelt déteste le nazisme et Churchill déteste le nazisme également, même s'il a pu avoir de très grandes indulgences pour Mussolini. Mais les Alliés prennent bien la mesure de leur faiblesse idéologique, qui pose des gros problèmes d'ailleurs au service de propagande. Car comment vendre cette guerre aux opinions publiques? Et tous les experts de la propagande, à l'Office of War Information aux États-Unis ou au Political Warfare Executive britannique, s'arrachent les cheveux en se disant qu'est-ce qu'on peut mettre comme idéologie. Il faut également souligner que l'idéologie japonaise n'est qu'un nationalisme. N'est qu'un nationalisme, c'est-à-dire qu'on a pu discuter sur la nature du régime japonais. Est-ce que l'on a affaire à un fascisme japonais? Bon, en règle générale, les historiens disent que non, il n'y a pas un véritable fascisme japonais. On pourra y revenir éventuellement, mais il n'y a pas de parti unique, il n'y a pas... Bon, donc on a un régime autoritaire, un régime dictatorial, mais vous voyez, l'embrigadement se fait, mais simplement au nom de la nation, pas au nom nécessairement d'une idéologie. Quant au nazisme, il faut le souligner, le nazisme est bien évidemment idéologique, mais c'est une idéologie qui ne vise pas à la conversion. Hitler n'a jamais voulu nazifier les Français. Alors vous allez me dire, oui, mais est-ce que ce type de conversion existe? Lorsque la Tchécoslovaquie est tombée sous le joug communiste, Staline voulait bien convertir le peuple tchèque aux vertus du communisme. Donc ça existe, les entreprises de conversion. Bon. Donc l'idéologie nazie, elle s'est imposée par les pratiques, beaucoup plus que par une démarche prosélyte. Alors est-ce qu'ensuite, on peut tuer une idéologie par la guerre? J'ai envie de dire oui et non. Le Japon, d'après la Seconde Guerre mondiale, n'a plus rien à voir avec le Japon de l'avant-Seconde Guerre mondiale. Des choses sont mortes, et notamment le militarisme japonais. De même, on peut dire que le nazisme a été aussi vaincu par les armes. Mais dans le même temps, l'idéologie, c'est une croyance. Et cette croyance, eh bien, elle reste parfois présente de manière souterraine. Et l'élément le plus surprenant est précisément que des idéologies que l'on croyait mortes ressuscitent. Les Allemands n'ont pas, pendant très longtemps, considéré que Hitler avait été un mal absolu pour l'Allemagne. Encore dans les années 50, par exemple, ce que l'on reproche à Hitler, au fond, c'est d'avoir été un peu trop extrémiste. Et ce que l'on reproche surtout à Hitler, c'est de ne pas avoir gagné la guerre. Donc on voit, si vous voulez, que ces idéologies restent encore parfois présentes de manière sous-jacente et qu'elles peuvent renaître. Et de ce point de vue, effectivement, les succès de l'AfD en Allemagne sont de nature, je crois, à nous inquiéter.
tom vašem úvodním slově mě hodně zaujala ta pasáž, kde jste mluvil o racionálním smýšlení druhých. Já si myslím, že to je něco, o čem historik často uvažuje, právě proto, že nevidíme do těch hlav těch aktérů dějinných. A je to pro nás trošku vždycky hádanka a záhada, jak lidé uvažují, do jaké míry je jejich uvažování racionální a do jaké míry je iracionální. Dalo by se říct i tím vaším výrazem bláznivé. A já si myslím, že do historie a do našeho pohledu na historii patří i racionální, iracionální rozhodování, racionální i iracionální uvažování. A kdybyste to mohl trochu víc rozvést na nějakých konkrétních buď postavách, osobnostech a jejich racionálním či iracionálním rozhodování. Protože mně se zdá, že tahle ta otázka je opravdu velmi aktuální. Když se podíváme na jednu z největších katastrof, která je spjata s druhou světovou válkou, totiž událost holokaustu, nebo Shoah, chcete-li, totiž té strašné katastrofy úmrtí 6 milionů Židů. To je něco, nad čím prostě zůstává rozum stát, mezi jinými samozřejmě událostmi, ale je to takový koncentrát toho, nad čím zůstává náš rozum stát. Tak jak to vidět z té perspektivy racionality a iracionality? Alors la question de la rationalité est bien évidemment une question fondamentale. Mais qu'appelle-t-on rationalité ? Pour moi, la rationalité, c'est tout simplement quelque chose que l'on peut expliquer. Voilà, je crois que c'est ce que disait Hegel, hein, tout réel est rationnel, c'est-à-dire qu'on peut expliquer. Bon, donc prenons plusieurs exemples. Barbarossa. Pourquoi Hitler décide d'attaquer l'Union soviétique ? Voilà une décision qui semble irrationnelle. Et qui semble irrationnelle aux yeux de Staline. Staline livre à l'Allemagne tout ce dont elle manque, du pétrole, du manganèse et même du blé. Donc Staline ne comprend pas. Vous avez des rapports d'espions, vous avez Churchill, vous avez plein d'alertes, et Staline ne comprend pas. Mais si vous vous placez à la place de Hitler, là, on comprend les raisons qui fondent sa décision. Pourquoi envahir l'Union soviétique ? 1. Pour abattre le seul allié continental qui reste à l'Angleterre, avant que les États-Unis ne donnent leur pleine puissance industrielle. Donc, il y a une question de temps. Il faut attaquer le plus vite possible, parce que si on attend 42, si on attend 43, les États-Unis aideront la Grande-Bretagne. 2. L'URSS, c'est le Lebensraum. C'est des possibilités de conquête. C'est la possibilité aussi de liquider les Juifs en les repoussant derrière l'Oural. Et puis, troisième élément, c'est l'hostilité idéologique entre le bolchevisme et le nazisme, qui fait que le pacte germano-soviétique a été très mal vécu par certains dirigeants nazis, comme par exemple Rosenberg, parce qu'il apparaissait comme un pacte contre nature. Donc vous le voyez, on comprend très bien que Staline a une rationalité, mais que Hitler en a une autre. Mais on ne peut pas dire que Staline est plus rationnel que Hitler. De même, certaines décisions apparaissent complètement délirantes. Lorsque, en 1941, Churchill, alors que l'armée britannique est en train de gagner en Afrique du Nord, va retirer des soldats au général Wavell, qui est en train de gagner contre les Italiens, pour aider les Grecs. Simplement, pour Churchill, la rationalité géopolitique, on doit aider un allié, a été plus forte que la rationalité militaire. Mais on comprend la décision de Churchill. Quant à la Shoah, elle est bien évidemment l'un des actes, sans doute l'acte le plus barbare dans l'histoire de l'humanité. Mais
pour les nazis, à partir du moment où les juifs sont un péril mortel, il faut les tuer. Alors, on va opposer à cette rationalité totalement amorale et barbare, hein, on va opposer une autre rationalité. Par exemple, la rationalité économique. Et c'est ce qu'essaye notamment, c'est le levier sur lequel essayent d'agir des responsables juifs, comme par exemple dans le ghetto de Lodz, où le chef juif du ghetto de Lodz accepte de sacrifier les improductifs en pensant que, en conservant les éléments productifs, ils seront si utiles aux Allemands qu'ils ne procéderont pas à leur destruction, à leur assassinat. Mais la logique meurtrière des nazis n'était pas en contradiction avec la logique économique. Car lorsque les Juifs arrivent à Auschwitz, d'abord, ils ont été dépouillés. Donc, vous avez eu un phénomène de spoliation dans l'Europe tout entière qui a soutenu l'effort de guerre allemand. Et ces Juifs qui arrivent à Auschwitz, on les met au travail. On les met au travail. Et jusqu'au bout, on va continuer à les mettre au travail. Et jusqu'au bout, il y aura suffisamment de Juifs pour travailler dans les limites du système et apporter une aide à l'effort de guerre allemand. Même en 1944, vous allez avoir encore cet afflux de Juifs hongrois. Donc vous le voyez, ce qui nous paraît, ce qu'on appelle irrationalité, c'est en fait quelque chose qui nous semble profondément et à juste titre immoral, mais que lorsque vous placez du point de vue nazi, on le comprend. Ce qui ne veut pas dire que comprendre soit excuser ou admettre, bien entendu. Já bych možná teď ten náš rozhovor trochu pootočil, protože všechny ty otázky byly víceméně interpretační nebo takové analytické, jak to nazvat, nebo ty odpovědi především. Ale já bych chtěl ještě obrátit pozornost k tomu, že historikové, a v tom jsou snad podobní i romanopiscům, tak rádi vyprávějí příběhy. A konec konců jste to dokázal, pane profesore, i tím, že jste napsal tolik stran té knížky, že rád vyprávíte. A tak jsem se vás chtěl zeptat, i pro takové osvěžení té debaty, na nějaký příběh z druhé světové války, na nějaký příběh, který vás nějak zaujal, protože samozřejmě všechny ty válečné události vedou k nějakým krizovým situacím v lidských osudech, v lidských životech. A nepochybně jsou tam příběhy odvahy, jsou tam příběhy zbabělosti, jsou tam příběhy nejrůznější. A tak bych se vás chtěl zeptat, který z těch příběhů, který představujete, má pro vás nějakou zvláštní sílu. Alors oui, les historiens aiment raconter, et ce que j'ai essayé de faire, ce que j'ai vraiment essayé de faire, c'est une histoire qui ne soit pas une histoire déclarative, qui ne soit pas une histoire théorique, parce que vous avez beaucoup d'historiens, je ne citerai pas de nom, qui expliquent comment il faut faire, ce qu'il faut faire. Non, moi je pense que le mouvement se prouve en marchant. Donc j'ai voulu raconter. Alors, les histoires, en fait, lorsque vous me demandez, donc il y a beaucoup dans le livre d'anecdotes, il y a beaucoup de citations, de verbatim, parce que je pense que c'est parlant. Et je vais raconter une histoire, et cette histoire, mais c'est une histoire qui n'est pas anecdotique, c'est Stalingrad. Stalingrad, pourquoi Stalingrad est important, et pourquoi nous retenons, nous, Stalingrad, qui, du point de vue militaire, a été moins important que Koursk. Vous voyez, cela veut dire qu'on a des histoires qui nous parlent. Et Stalingrad nous parle. Stalingrad, c'est la ville de Staline. Et c'est la bataille la moins stalinienne. Voilà pourquoi. Vous avez quelque chose d'incroyable qui se joue à Stalingrad et qui nous parle encore aujourd'hui. Alors, j'ai été obligé de faire de l'histoire militaire, mais je pense que
à part quelques convaincus, l'histoire militaire est vraiment extrêmement ennuyeuse. La 4e division a pris position sur la Volga, relayée par le 8e corps. Vous voyez un peu ce genre d'histoire militaire. Donc, j'ai essayé de faire une histoire cubiste de Stalingrad. C'est quoi? Les Allemands, ils veulent prendre la ville, et Staline les laisse prendre la ville. Vous avez 90% de la ville de Stalingrad qui sont conquis. Simplement, les Allemands ne peuvent pas utiliser ni leur aviation, parce que les lignes sont trop proches, ni leurs blindés, parce que c'est un tel amas de ruines que les blindés ne peuvent pas progresser. Et donc, pour conquérir la ville, ils sont obligés de verser les meilleures unités. Donc, ils mettent les unités allemandes dans Stalingrad, et ils vont laisser les flancs à la garde de leurs alliés, des Hongrois et des Italiens. Et Staline voit ce schéma, décide donc de laisser les Allemands s'embourber dans Stalingrad et va décider ensuite de frapper sur les ailes, là où les Allemands sont les plus faibles, et il encercle Stalingrad. C'est ça l'histoire militaire. Mais, et vous me demandiez de raconter ce qu'il y a d'incroyable, si vous voulez, c'est que dans Stalingrad, ce sont des hommes. On n'a pas vraiment de chars, on n'a pas vraiment d'avions, mais on a des histoires absolument incroyables, et j'ai mis beaucoup de verbatim de ce soldat allemand qui dit qu'il a essayé de chercher Dieu dans les trous d'obus et qu'il ne les a pas trouvés. Vous avez ces enfants qui sont soumis aux Allemands. Il n'y a pas d'eau, donc on les envoie chercher de l'eau avec des seaux dans la Volga, et les Russes, les Soviétiques, les tuent. Vous avez à Stalingrad des moments d'héroïsme absolument incroyables, comme la maison Pavlovsk, qui a été tenue par 23 hommes pendant très longtemps. Et puis vous avez des moments horribles, car vous le savez, pour éviter que les soldats soviétiques refluent, eh bien vous avez des mitrailleuses qui sont dans leur dos et qui abattent les fuyards. Vous avez 13 500 soldats soviétiques qui sont condamnés à mort pour couardise. Et dans le même temps, vous avez ces sommets d'héroïsme. Voilà, et c'est ça que j'ai voulu raconter dans cette histoire qui est très humaine. Alors que la bataille de Koursk, c'est une bataille qui n'est pas super intéressante. Voilà, les Allemands envoient un saillant, donc il faut le réduire. Voilà, les Soviétiques se disent qu'ils vont réduire le saillant. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils vont creuser toute une série de tranchées, de fossés, pour que la poussée cinétique de l'armée allemande s'enlise. Voilà, ils vont arriver à la 3e ligne, il y en avait 6, et ensuite les assommer avec l'artillerie et les blindés. C'est ça, Koursk. Et Stalingrad, au contraire, c'est une bataille extrêmement humaine, et c'est cette bataille humaine qui nous parle, je crois, encore aujourd'hui. Já mám ještě 2 otázky, které jsou do jisté míry nejenom k těm dějinám druhé světové války, ale k těm konsekvencím druhé světové války. Ale už mám jenom 2 otázky, takže chci vás vyzvat, abyste už si pomalu připravovali ty svoje. Chtěl jsem se zeptat na to, jak se ve válce spojily ty demokratické mocnosti, tedy Británie, Spojené státy, s tou mocností nedemokratickou, s tou mocností totalitní, se Sovětským svazem. A pro nás, i pro naši zemi si myslím, že tohle racionální rozhodnutí pro to spojenectví mělo obrovský význam a pro celou Evropu. Takže jsem se vás chtěl zeptat, jak podle vás se toto spojenectví vyvíjelo, toto spojenectví i symbolizované těmi velkými osobnostmi, Roosevelt, Churchill, Stalin, a jaké zanechalo následky, protože třeba v Československu poválečném právě toto spojenectví i určilo ráz toho poválečného vývoje, který šel po 45. roce doleva, který de facto způsobil do jisté míry
zapříčinil i to, co se odehrávalo potom v Československu. Alors bien entendu, l'alliance entre l'Union soviétique et d'une part et le Royaume-Uni et les États-Unis de l'autre peut sembler une alliance contre nature, une alliance immorale. Et dans une certaine mesure, elle l'a été. Bon, il faut d'ailleurs souligner que cette alliance n'a pas été une alliance totale, car, élément à souligner, très souvent, on oppose la merveilleuse entente des Alliés à la désastreuse entente de l'Axe. Il faut souligner qu'effectivement, Mussolini a été un boulet pour Adolf Hitler. Vraiment un affreux boulet qui l'a amené à intervenir en Grèce, qui l'a amené à intervenir en Yougoslavie, qui l'a amené à intervenir en Afrique du Nord. Bon, autant d'éléments que l'Allemagne a payé dans une certaine mesure relativement cher. Mais il ne faut pas croire, parce que l'alliance des pays de l'Axe était limitée, que l'alliance entre les Anglo-Américains d'une part et l'Union soviétique d'autre part a été parfaite. Vous n'avez notamment pas de synergie militaire. Vous n'avez aucune stratégie commune. La stratégie commune, c'est deux éléments essentiels. Staline promet aux Anglo-Américains que lorsque le débarquement en Normandie se produira, il attaquera, et c'est l'opération Bagration du 22 juin 1944. Staline a le sens des anniversaires. Et il promet que 3 mois après que l'Allemagne a déposé les armes, il interviendra au Japon. Phénomène intéressant, il tient parole. Mais on exalte très souvent l'aide américaine du point de vue économique. Et vous avez eu au temps polaire de la guerre froide des affrontements homériques entre les Américains qui disaient aux Soviétiques « bande d'ingrats, on vous a aidé, on vous a sauvé », et les Soviétiques qui répondaient « même pas vrai ». Alors vous avez un économiste britannique qui s'est dit « tiens, je vais calculer le PIB soviétique pendant la guerre ». 2 ans de travail. 10 ans après, il a rendu son verdict. En fait, les Anglo-Américains n'ont consacré que 4% de leur aide globale. Les Américains n'ont consacré que 4% de leur aide à l'Union soviétique. Donc c'est assez limité. 2. Le prêt-bail est arrivé en URSS à 57% après Koursk, quand la Russie a gagné la guerre. Et 3. Le prêt-bail, ce n'est pas des canons, ce n'est pas des chars. Le prêt-bail, c'est à 75% des machines-outils, des locomotives, des bottes et une margarine dont les Russes sont fous, le fatback, et qu'ils adorent tartiner sur leur pain noir. Donc quand on parle d'alliance, il ne faut pas du tout imaginer, si vous voulez, que tout le monde pense que ça va être un monde idéal après la guerre. Les puissances, les dirigeants sont d'autant moins persuadés qu'ils ont quand même le souvenir de la Première Guerre mondiale. Donc on ne peut pas être naïf 2 fois. Ce qui va faire que l'alliance va tenir après 1945, contrairement à ce qu'on croit souvent. La guerre froide, elle ne commence pas en 1945. C'est que l'Allemagne reste le danger essentiel. Ce qui unit la France, le Royaume-Uni, l'Union soviétique et les États-Unis, c'est que l'Allemagne est un fléau. Par 2 fois, l'Allemagne a déclenché la guerre et il faut l'empêcher à tout prix de récidiver. Et c'est ça qui permet à l'Alliance de tenir. Mais si vous pensez que l'Alliance a un prix, eh bien vous sacrifiez ce que les Britanniques, avec ce sens tout anglais de la litote, appellent les petits alliés. Donc si Staline a effectivement jeté son dévolu sur la Tchécoslovaquie et sur la Pologne, mais que pour maintenir une unité, notamment à l'égard de l'Allemagne, il faut sacrifier la Pologne et la Tchécoslovaquie, eh bien on sacrifie la Pologne et la Tchécoslovaquie. Donc on est ici dans des logiques qui sont les froides logiques cyniques de la raison d'État, avec des États qui défendent leurs intérêts
Et manifestement, pour les Britanniques comme pour les Américains, la Tchécoslovaquie, mais la Pologne, ne relevaient pas de l'intérêt national américain ou britannique. Donc bien évidemment, c'est quelque chose d'absolument abominable, mais c'est cette loi de fer des relations internationales, où la moralité a rarement affaire avec les rapports de force. A s tím souvisí ještě jedna moje poslední otázka. Po nějakém tom poválečném chaosu vždycky dochází k tomu chaosu po válce. Že? A v rámci toho míru, který je nastolen, tak se vytváří něco nového, nějaký nový řád, nějaký nový mezinárodní řád. A nepochybně k tomu došlo i po druhé světové válce a je taková otázka, kterou mě doporučil jeden můj takový vzor, americký historik Stephen Kotkin, který mluví o tom, že jsou to dvě různé věci, jako vyhrát válku a vyhrát mír. A tak víme, že po druhé světové válce byl nastaven systém dvou mocností, že, které spolu soupeřily. Ale je také pravda, že po druhé světové válce došlo k vytvoření nějakého toho demokratického bloku, vytvoření Evropské unie, což jsou pozitivní věci. Ale mě zajímá i aktuálnější záležitost a zajímal by mě váš názor na ní. Totiž zda můžeme přímo dnes sledovat jakýsi rozpad toho mezinárodního řádu poválečného po druhé světové válce. Alors, l'après-Seconde Guerre mondiale ne ressemble pas à l'après-Première Guerre mondiale. Le premier élément, j'en ai parlé, et il est inutile d'y insister, c'est que les frontières ne sont pas contestées. Donc ça, c'est un élément qui est quand même très important, parce que vous avez eu d'énormes migrations, bien entendu, et là, c'est aussi une différence par rapport à la Première Guerre mondiale. Vous avez eu l'expulsion des Allemands des Sudètes, vous avez des millions d'Allemands qui sont obligés. Voilà, ce que Hitler n'a pas réussi à faire, la défaite a réussi à le faire. Un Reich ethniquement pur. Voilà, l'Allemagne est ethniquement pure. Bon, donc la question des frontières n'est pas un enjeu, et ça c'est un élément important à rappeler. L'autre élément, c'est que on parle souvent des leçons de l'histoire. Il y a une leçon que les belligérants ont retenue, c'est qu'il fallait financer la guerre de manière saine. Et vous avez quand même l'instabilité financière de l'entre-deux-guerres que l'on ne connaît pas après la Seconde Guerre mondiale. Pourquoi ? Parce que la guerre, elle a été financée très largement dans l'ensemble des pays par l'impôt et pas par la planche à billets. Au moins 50%, par exemple, aux États-Unis, mais même en Allemagne. Je ne vais pas entrer dans les détails techniques, mais la guerre a été assez peu inflationniste en Allemagne et aux États-Unis, ce qui relève du miracle. Alors qu'après la Première Guerre mondiale, ça a été quand même le chaos. Et on se rappelle de l'hyperinflation de 23-24, et ensuite de la crise de 29 et de ses conséquences. Alors ensuite, est-ce que gagner la guerre, c'est gagner la paix ? La formule est alors de Kotkin sans doute, mais surtout de Clausewitz, où il dit que la victoire n'est pas la paix. Et là, c'est pas la peine d'aller en Ukraine. Regardons au Moyen-Orient. Je pense qu'il y a une victoire israélienne sur le terrain. Voilà, c'est-à-dire que le Hamas ne peut pas contraindre Israël à renoncer il ne peut pas imposer ses vues à Israël, mais il est évident que la victoire, avec tous les guillemets que vous voulez, militaire, ne débouche absolument pas sur la paix. Donc, est-ce que la victoire des Alliés en 1945 a débouché sur la paix ? Plusieurs éléments. Premier élément, oui. Pourquoi ? Parce que nous avons connu jusqu'en gros, à part l'épisode yougoslave, mais jusqu'en 2022, la paix. Mais nous avons connu la paix en Europe. Lorsqu'on vous dit que la France est en paix, je veux bien. La France, 1946, commence la guerre en Indochine.
subit la défaite de Dien Bien Phu, accepte les accords de Genève pour immédiatement repartir dans un conflit colonial, la guerre d'Algérie, qui va durer jusqu'en 1962. Et cette guerre d'Algérie, elle a quand même concerné des milliers de jeunes conscrits qui ont été obligés donc de se battre dans le Djebel. Donc, lorsqu'on dit « Ah, la Seconde Guerre mondiale a apporté la paix », peut-être, mais elle n'a pas apporté, elle a apporté la paix en Europe, mais elle n'a certainement pas apporté la paix dans le monde. Sans parler de la guerre civile en Chine, sans parler des conflits de décolonisation. J'ai évoqué la France, mais le Royaume-Uni est parti quand même, vous connaissez peut-être l'expression filer à l'anglaise, que les Britanniques traduisent par to take the French leave, voilà. Quand même, ils sont partis en laissant une situation désastreuse en Inde et au Pakistan. Hein, il faut quand même le souligner, hein, quand on oppose la décolonisation réussie du Royaume-Uni à la décolonisation ratée de la France. Donc il faudrait quand même regarder de plus près, et je ne parle pas des massacres des Momos au Kenya, etc., etc. Donc, paix en Europe, oui, mais certainement pas paix dans le monde. Donc, est-ce que l'on peut dire qu'il y a une faillite ? Moi, je crois que l'élément le plus important qui explique la différence entre l'entre-deux-guerres d'une part et l'après-Seconde Guerre mondiale, c'est que les vaincus ont accepté leur sort. On dit très souvent que le traité de Versailles est responsable de la Seconde Guerre mondiale. Et de ce point de vue-là, je ne suis pas entièrement d'accord. Ce traité de Versailles a été utilisé par des forces maléfiques pour précisément préparer la guerre. Mais lorsque vous regardez, et ça on n'en parle jamais, un pays comme la Turquie, qui a été quand même l'un des grands vaincus de la Première Guerre mondiale, il s'est soigneusement tenu à l'égard de la Seconde Guerre mondiale. Donc il a accepté les conséquences des traités de l'après-Première Guerre mondiale. Donc vous le voyez, le problème, la différence, c'est pas qu'un traité soit bon ou qu'un traité soit pas bon, c'est qu'on accepte sa défaite. L'Allemagne a accepté sa défaite, le Japon a accepté sa défaite. Donc à partir de ce moment-là, l'Allemagne et le Japon, qui avaient été quand même de gros fauteurs de troubles en Europe d'une part et en Asie de l'autre, ne l'ont plus été. Mais cela ne veut pas dire que les États renoncent à des politiques de puissance. Et on le voit, par exemple, avec l'Union soviétique d'hier, et voilà, la Tchécoslovaquie le sait, la doctrine de la souveraineté limitée, hein, on ne peut pas dire que ce soit un élément très glorieux. Et d'autre part, donc un certain nombre de pays ont accepté, mais d'autres pays n'ont pas renoncé à leur rêve de puissance. Et à partir de ce moment-là, bien entendu, ça peut être belligène. Et c'est ce que nous constatons aujourd'hui. Pane profesore, mnohokrát děkuji za zodpovězení mých otázek a nyní bych vás vyzval znovu, prosím o vaše otázky z auditoria, prosím o to, abyste sformulovali nějaké spíš otázky než komentáře, takže kolegyně bude tak laskavá a obejde nás s mikrofonem, aby pan profesor mohl odpovídat. Děkuji za přednášku. Teď k té poslední věci. Docela důležitou věc jste opomenul. Vy jste říkal, do Evropy přinesl konec války mír, tak byste opomenul docela důležitou válku občanskou v Řecku, která je hodně důležitá, protože tam vlastně nastalo podle mého i jiných hodnocení vlastně jeden z prvních konfliktů vlastně mezi spojenci, protože Američané podporovali tu fašistickou stranu a Sověti podporovali tu komunistickou. A možná, kdyby to v Řecku nedopadlo, tak jak to dopadlo, nevyhráli fašisti, tak by nastala válka i v Itálii, kde to bylo podobné. A zase Američani to zafinancovali, že to nedopadlo pro ty komunisty a vyhráli to ti demokraté. A pak ještě k začátku vaší přednášky určitá polemika s tím, vy jste říkal, že Československo si vlastně válku neprožilo.
tak to je zajímavá myšlenka, ale svým způsobem bych třeba řekl, že tady je takový paradox, že vlastně protože válka se dá prožívat různě, že? Válku prožíváme tím, že vyrábím pro nacistické Německo zbraně, že bombardují spojenci továrny a samozřejmě města, nádraží, takže to je taky prožívání války. A paradoxně to Československo si to válku vlastně ze všech světových států, dá říct, prožilo nejdéle, protože u nás ta válka začala už minimálně o rok dříve. To, že jsme byli zrazeni spojenci a momentálně jsme nebojovali, to neznamená, že tu válku jsme neprožili. A takové minimálně bitvy jako Karpatsko-Duklenská, případně Ostravsko-Opavská, ty už se dají srovnávat s určitými bitvami na východní frontě. To už byla teda opravdu válka. A samozřejmě potom, co celé osvobozování celého to pomalého území, tak to prostě byla válka. Takže to Československo si tu válku prožilo. A to, že tady vlastně začala jakoby o rok dřív, můžeme samozřejmě říkat, že začala třeba v Africe, když tam nacisti prostě masakrovali, a to byli ti černí, takže ti se tak neberou, že? Takže to se nepočítá, počítá se až do 1. září, ale třeba španělská občanská válka byla vlastně předzvěstí. A tam zase se dá polemizovat s tím, že ten vývoz těch ideologií nebyl. Protože tam byl jednoznačný vývoz ideologií jak z nacistického Německa, i když vlastně ten frankofašistický byl vlastně dřív než ten nacistický Hitler. A Sovětský svaz tam taky intervenoval tu svou ideologii. Takže o nich se dá říct, že oni vlastně tu válku neprožili, protože potom tam byl celou válku mír i v Portugalsku. Kdežto u nás ta válka probíhala, včetně bombardování, výroby, perzekuce, brutální, celkem minimálně v Heydrichiádě. Takže Československo si podle mého názoru vlastně tu válku prožilo nejdéle ze všech. Pokud nepočítáme potom, že museli ještě Sovětský svaz zaútočit na Japonsko a museli tam amici hodit do atomovky. Děkuji. Donc je vais reprendre, je vous remercie pour ces questions et ces commentaires. Bon, donc oui, vous avez la guerre civile en Grèce, donc là je n'en ai pas parlé, mais j'en parle dans le livre, bien entendu, parce que cette guerre civile, elle naît en fait dès la guerre, avec l'affrontement entre d'une part un pouvoir collaborateur qui combat la résistance, mais aussi une résistance qui est extrêmement divisée entre les communistes d'une part et les nationalistes de l'autre. Donc effectivement, cette guerre civile grecque, dans laquelle, vous le soulignez, les Alliés interviennent, plonge ses racines dans la Seconde Guerre mondiale. Je me permets juste de préciser que Staline ne soutient pas véritablement les communistes grecs, ce sont beaucoup plus les Yougoslaves qui soutiennent les communistes grecs que Staline, qui, du coup, respecte les pourcentages de l'accord dit des pourcentages avec Churchill d'octobre 1944. Deuxième élément, ce que je voulais dire, si vous voulez, pour la Tchécoslovaquie, ce n'est absolument pas un jugement moral, c'est que l'exposition à ce qu'on appelle la violence de guerre, ce que nous appelons la violence de guerre, c'est-à-dire cette violence des champs de bataille, cette violence, la Tchécoslovaquie, mais la France, mais la Norvège, l'ont beaucoup moins vécu, même si vous avez eu des bombardements, même si vous avez eu l'insurrection de Prague, même si vous avez eu ces éléments, l'ont beaucoup moins vécu que l'Allemagne, que l'Union soviétique ou que la Chine. Voilà, c'est juste ce que je voulais dire. Alors ensuite, vous pouvez me dire que effectivement, il y a un ressenti de la guerre parce que dans les usines Skoda, on va être obligé de travailler pour les Allemands, etc., etc. Mais j'ai envie de vous dire, dans une certaine mesure, même si comparaison n'est pas raison, qu'on peut aussi se demander si les Tchécoslovaques n'ont pas été obligés de travailler pour l'Union soviétique à l'époque où les Tchécoslovaques étaient soumis au diktat de Moscou. Voilà, c'est juste ce genre d'élément que je voulais rappeler en disant que la guerre n'est pas que la guerre. Et c'est la différence avec la Première Guerre mondiale. Pendant la Première Guerre mondiale, les violences contre les civils, par exemple, les phénomènes d'occupation n'ont rien à voir. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que les Allemands sont accueillis en libérateurs dans certaines zones qui se souviennent de la Première Guerre mondiale où les Allemands étaient, et là, pour le coup, on peut utiliser le terme que les Français affectionnaient, avaient été particulièrement corrects. Voilà. Et donc, quand les Allemands arrivent dans
dans un certain nombre de régions à l'est de l'Allemagne, ils sont accueillis en libérateurs et on leur offre le pain et le sel. Parce qu'il y a ce souvenir de la Première Guerre mondiale. Et bien entendu, l'occupation de la Seconde Guerre mondiale ne va pas être de la même nature. Quant à l'Espagne, si vous voulez, l'idée que la guerre d'Espagne a été la répétition générale de la Seconde Guerre mondiale me paraît une idée très fausse. Et c'est tout à fait intéressant parce qu'on est en train de terminer un article avec un collègue spécialiste de la guerre d'Espagne pour justement montrer que c'est une comparaison qui ne tient pas, y compris à tout point de vue. D'abord parce que les belligérants ne sont pas les mêmes. Où sont les États-Unis? Où est le Japon? Donc vous avez quoi? Vous avez l'Allemagne et l'Italie, et puis vous avez la France, éventuellement. Bon, pas les États-Unis, pas la Grande-Bretagne. Même du point de vue militaire, la manière dont l'aviation a été utilisée, la manière dont les chars ont été utilisés, n'a rien à voir avec la Seconde Guerre mondiale. Donc cette idée que la guerre d'Espagne a été une guerre qui préfigurait la Seconde Guerre mondiale, pour moi, appartient à une mythologie qui a été une mythologie communiste, qui permettait de montrer que, au fond, qui avait été les good guys? Réponse, les communistes, l'Union soviétique qui avait aidé l'Espagne, ce qui permettait au passage d'oublier le pacte germano-soviétique, etc. Voilà. Prosím. Prosím o mikrofon. Alors, merci pour la parole, merci beaucoup. J'ai deux questions. Donc, si j'ai bien compris, vous avez dit que vous pensez que la Russie ne veut qu'une guerre locale à l'Ukraine. Donc, selon vous, quelles sont derrière ou qu'est-ce que la Russie avait achevé avec les provocations en Pologne ou même les attaques de drones? Et la deuxième, ne pensez-vous pas que dire que la Russie ne veut que l'Ukraine, que c'est en danger et que ça déprécie le vrai risque que la Russie pose? Merci. Alors merci pour ces éléments. Ce que je ne pense pas du tout que la guerre en Ukraine soit un élément secondaire ou relatif. Ce qui se passe est très grave. Donc, que les choses soient claires de ce point de vue. Ce que je regarde comme observateur, mais qui ne peut pas prévoir l'avenir, et là c'est ce que vous me demandez, c'est que pour l'instant, le conflit ne s'est pas étendu, que les États-Unis ne l'ont pas voulu, et que la Russie ne l'a pas voulu. Vous avez eu plusieurs fois des menaces, par exemple, d'utilisation du nucléaire tactique par Poutine. Cela n'a pas été le cas. Bon. Donc, de ce point de vue, si vous voulez, alors que, et je compare les situations, les Japonais ont mené une fuite en avant en Asie, en se disant, tiens, on est embourbé en Chine, quelle est la solution? Allons-y, déclenchons la guerre en Asie du Sud-Est. Hein? Quelle bonne idée. Nous ne sommes pas dans cette configuration en Russie. Pour l'avenir, que va-t-il se passer? Alors, donc, du coup, mais je n'en sais rien. Je veux dire, pas plus que vous. Ce que je pense, c'est que la Russie essaye de faire peur, comme elle a toujours essayé de faire peur. Vous n'étiez pas né, mais dans les années 80, vous aviez cette frayeur des forces conventionnelles du pacte de Varsovie qui faisait extrêmement peur à une Europe qui désarmait. Et c'est pour ça que vous avez eu toute la querelle autour du déploiement des missiles Pershing en Allemagne. Donc je pense que la Russie veut faire peur, et qu'elle veut faire peur pour que l'Europe arrête de soutenir l'Ukraine, en disant attention, vous risquez d'être entraîné dans une guerre. Hein. Voilà, et je pense que c'est ça, mais je peux me tromper. Maintenant, si vous voulez, pour l'instant, je dis bien, je pense qu'il n'y a pas la volonté de. Mais rien ne dit que s'il est embourbé en Ukraine, Poutine ne va pas décider d'attaquer, par exemple, et c'est en gros le scénario qui semble le plus plausible, les États baltes. Mais là, et c'est là où on va voir les rationalités, la prise de risque est quand même beaucoup plus importante pour les États baltes qui appartiennent à l'OTAN. Donc, je ne peux pas vous dire, si vous voulez, je ne minimise pas du tout la gravité de la situation. Ce que je vois pour l'instant, c'est que
les belligérants ou en tous les cas les parties prenantes essayent plutôt de limiter l'ascension aux extrêmes plutôt que de l'encourager, me semble-t-il. Voilà. Que cela soit une garantie pour l'avenir, je n'en sais rien. Et si vous voulez, je ne prendrai pas le pari que Poutine, embourbé dans la guerre, ne décide pas de frapper la Moldavie. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Voilà, c'est juste ce que je voulais dire. Prosím o mikrofon panu profesorovi. Merci. Vous avez évoqué le boulet de Hitler, Mussolini. Et alors, je voudrais poser la question de la rationalité de l'Italie dans ce conflit. Toujours perdante, mais finalement, est-ce qu'il y a quand même une logique dans ce comportement? La rationalité, si vous voulez, de Mussolini, au départ, c'est d'accrocher son char à l'Allemagne, la victoire allemande. Donc la victoire allemande paraît évidente. Et c'est d'ailleurs pour cela que la France signe l'armistice en pensant que la guerre est perdue. Bon. Donc Mussolini voit Hitler voler de succès en succès et il veut être partie prenante de ce succès. Donc il déclare la guerre, ce qui est effectivement une folie furieuse. Je pense que Mussolini surestime ses forces. Pourquoi? Parce que, et je vous raconterai une anecdote, pourquoi? Parce que le pouvoir isole et qu'on lui ment. Donc on ne va pas commencer à dire la vérité au Duce. Parce que quand vous dites la vérité au Duce, en règle générale, ça se finit mal. Bon, donc il surestime, donc il pense qu'il va pouvoir attaquer en Afrique du Nord sans aucun problème. C'est une catastrophe. Et il pense qu'il va pouvoir attaquer en Grèce et en Grèce, et c'est aussi une catastrophe, parce qu'il sous-estime l'adversaire. Donc, si vous voulez, la rationalité de Mussolini, c'est de se dire qu'avec l'Allemagne, il joue un cheval gagnant, et qu'il a suffisamment de force pour mener ce qu'il appelle une guerre parallèle, c'est-à-dire une guerre où il risque d'engager moins de force que l'Allemagne, mais qu'il est tout à fait en mesure de gagner. Et de ce point de vue-là, il se trompe. Voilà, me semble-t-il, les éléments de rationalité de Mussolini, à laquelle s'ajoute également une certaine jalousie à l'égard du Führer. Le Führer est arrivé à, donc je vais défaire les Grecs. Et là, de ce point de vue-là, bien entendu, il se trompe. Tak mám ještě pár minut, tak určitě ještě můžeme si dovolit nějakou otázku, prosím. Ještě kolega, nebo tady vpředu, prosím. Merci beaucoup. À vous deux, une question pour revenir sur le titre, Histoire totale de la Seconde Guerre mondiale. Vous avez expliqué que ce n'était pas votre choix. Quel aurait été votre choix pour cet ouvrage? Et parce que personnellement, je trouve que c'est un très bon titre après avoir lu le livre. Et est-ce qu'il y a une référence à la guerre totale et à la société en guerre, à la guerre totale, à la phrase de Goebbels? Et une autre question, vous expliquiez que ce n'était pas une guerre mondiale. Alors je ne connais pas, je ne me suis jamais posé la question, mais les Russes parlent de grande guerre patriotique. On parle en Occident de Seconde Guerre mondiale. Quand est apparu dans l'histoire, dans l'historiographie, ce terme Seconde Guerre mondiale? Alors, le titre que nous aurions éventuellement aimé proposer aurait été une histoire mondiale de la Seconde Guerre mondiale. Vous comprenez pourquoi ce n'était pas possible. Ensuite, bien évidemment, histoire totale, c'était pas mal, parce qu'il y a cette référence au discours de Goebbels que vous venez de signaler, au Sport Palace de février 1943, la guerre totale, voilà, aussi une allusion à Ludendorff, et ces éléments sont importants. Ensuite, votre remarque est super intéressante, parce que qui parle de Seconde Guerre mondiale? Pour nous, alors je ne connais pas la Tchécoslovaquie, mais je pense que le terme de Seconde Guerre mondiale est assez évident. Pour nous, Français, il est dans une certaine mesure évident, mais il n'est pas évident en Russie, grande guerre patriotique, il n'est pas évident en Chine, guerre contre le Japon,
Il n'est pas évident au Japon, guerre du Pacifique. Alors, ils appelaient cette guerre, pendant la guerre, ils l'appelaient la guerre de la plus grande Asie. Mais c'était un peu gênant de réutiliser ce terme, donc ils préfèrent parler de guerre pacifique. Donc, qui parle de guerre mondiale? Réponse, les États-Unis, d'une part, et l'Allemagne nazie de l'autre. Mais, phénomène intéressant, De Gaulle. Alors, tous les lycéens de France ont dû lire l'appel du 18 juin, et leur professeur leur dit « Regardez cet appel, c'est un appel visionnaire. De Gaulle a compris que cette guerre était mondiale, et il le martèle dans l'appel du 10 juin. Car cette guerre est mondiale, car cette guerre est mondiale, blablabla. Blablabla. » Mais quand De Gaulle parle de la Seconde Guerre mondiale, qu'utilise-t-il? Il utilise le terme de guerre de 30 ans. Et là, c'est très intéressant, en public, pendant la guerre, et lorsqu'il va créer un parti, le Rassemblement du peuple français, le RPF, en 1947. Il réutilise le terme de guerre de 30 ans. Et là, si vous voulez, c'est un élément ultra réducteur, parce que cela fait de la Seconde Guerre mondiale le fils ou la fille de la première, et que cela réduit la Seconde Guerre mondiale à un affrontement franco-allemand. L'Angleterre, le Royaume-Uni, pardon. Alors, les Britanniques, qui ne pensent pas comme nous, en fait, homologuent. Vous avez des phénomènes d'homologation. Par exemple, vous allez avoir des engagements qui vont être considérés comme des batailles et des engagements qui ne sont pas considérés comme des batailles. Et donc, ça passe devant une commission. Voilà. Donc, bien entendu, un général espère que le combat qu'il a mené soit considéré comme une bataille. Donc, vous avez des batailles autour des « est-ce que je vais avoir cet engagement reconnu ?» Donc, comment vont-ils appeler la Seconde Guerre mondiale? Eh bien, en fait, ils ne l'appellent pas Seconde Guerre mondiale. Pendant longtemps, ils hésitent entre la plus grande guerre, la très grande guerre, et le terme de Seconde Guerre mondiale ne va être adopté que lorsque Churchill va publier ses mémoires, la Seconde Guerre mondiale. Et là, à partir du moment où Churchill appelle Seconde Guerre mondiale, les Britanniques l'adoptent. Et là, et c'est pour ça que votre question est tout à fait passionnante, ça nous invite à essayer de ne pas être trop européocentré. Hein, je me souviens qu'on est toujours surpris quand les Chinois parlent du front de l'Ouest, qui pour nous est le front de l'Est en Russie, mais pour eux c'est à l'Ouest. Voilà. Et donc cette Seconde Guerre mondiale n'est pas nécessairement mondiale pour l'ensemble des peuples de la planète. Vy jste na začátku říkal, že válka nejsou jenom události vojenské, ale i ekonomické, kontext sociální, kontext geopolitický. Říkal jste také, že Putin stále vidí svět očima druhé světové války. Kdy tedy druhá světová válka skončila? Alors c'est effectivement une très bonne question parce que officiellement la Seconde Guerre mondiale s'arrête en Europe en mai et au Japon et en Asie-Pacifique en septembre, mais on peut dire que l'ombre portée de la Seconde Guerre mondiale continue encore aujourd'hui et que au fond vous avez des logiques du ressentiment, des logiques de puissance qui s'expriment. Mais il ne faut pas oublier non plus un élément important qui est que à cet ébranlement de la Seconde Guerre mondiale, c'est surimposer les logiques de la guerre froide. Lorsque l'on parle, par exemple, de l'Union européenne, on peut dire que la construction européenne est un fils ou une fille de la Seconde Guerre mondiale. Mais c'est beaucoup plus, me semble-t-il, un fils ou une fille de la guerre froide. Vous voyez, quelle est la part de la Seconde Guerre mondiale? On vous dit la réconciliation franco-allemande, blablabla, blablabla. Moi, je veux bien hein, la réconciliation franco-allemande, je trouve ça magnifique, mais c'est oublier que la RDA n'est pas dans le lot. Donc on se réconcilie avec l'Allemagne de l'Ouest, pas avec l'Allemagne de l'Est. Ce projet européen qui dérive de la Seconde Guerre mondiale, il entérine la division en deux blocs. Et vous êtes bien payé ici pour le savoir. Donc l'Union européenne sacrifie l'Europe de l'Est. D'accord? Bon, donc là, on est quand même très dans une logique de guerre froide, beaucoup plus que dans un héritage de la Seconde Guerre mondiale. Donc j'ai envie de dire que cette Seconde Guerre mondiale continue dans une certaine mesure parce que sa marque est très présente. Sa marque est très présente. Et alors sa marque est très présente parce que vous avez une instrumentalisation par les pouvoirs, pour le meilleur comme pour le pire. Pour le meilleur, la réconciliation franco-allemande, et pour le pire, l'utilisation que Poutine en fait. Cette Seconde Guerre mondiale, je crois aussi qu'elle est très présente
parce qu'elle pose à chacun d'entre nous des questions existentielles, et notamment pour les pays qui ont été occupés, ce qui a été le cas de la Tchécoslovaquie et de la France. C'est-à-dire, que doit-on faire? Si vous voulez, je pense qu'ici, tout le monde s'est posé la question, qu'aurais-je fait pendant la Seconde Guerre mondiale? Personne ne se pose la question de savoir ce qu'on aurait fait pendant la Première. Bon, voilà. Et si cette question se pose, c'est parce que les questions ont frappé les individus. Les questions ont frappé les individus. Je travaille chez Skoda. Skoda fabrique pour les Allemands. J'ai une famille à nourrir. Est-ce que je dois travailler chez Skoda? Ou est-ce qu'au contraire, non? Est-ce que je dois rejoindre la résistance? Oui, mais la résistance, est-ce qu'ils ont des armes? Est-ce que c'est utile? Vous voyez, donc ces questions existentielles se sont posées. Et c'est parce qu'elles se sont posées et qu'elles sont existentielles qu'elles nous touchent profondément, alors que les questions de la Première Guerre mondiale ne nous touchent pas. Voilà. Donc je pense, si vous voulez, que pour toutes ces raisons, la Seconde Guerre mondiale va encore rester extrêmement présente dans les esprits, d'autant que vous avez un autre phénomène que je n'ai pas évoqué, qui est que la Seconde Guerre mondiale, je l'ai dit, a couplé une expérience de guerre, une expérience d'occupation, une expérience de la dictature, mais que vous avez eu un phénomène de radicalisation. C'est-à-dire que l'occupation a été beaucoup plus douloureuse en 1944-1945 qu'en 1940, que la guerre a été infiniment plus meurtrière. Et regardez la bataille de Berlin, et regardez l'apocalypse nucléaire. Donc vous avez eu un phénomène de radicalisation, et que les dictatures ont été encore plus sanguinaires. Je veux dire, Horthy, c'est assez affreux, mais c'est moins affreux que les croix fléchées en Hongrie. Donc ce sont aussi ces éléments qui ont énormément frappé les familles, et qui font qu'on a un souvenir, nous, pays occupés, extrêmement vivant de la Seconde Guerre mondiale, qui se transmet de génération en génération. Mais il ne faut pas non plus faire de la Seconde Guerre mondiale et de ses conséquences l'alpha et l'oméga, parce que, je le répète, vous avez eu des processus qui ont joué, et dans ces processus qui ont joué, la guerre froide. Merci beaucoup pour cet entretien qui est passionnant. Mais vous avez parlé des aspects idéologiques, ou plutôt du fait qu'il n'y a pas une idéologie qui unit les alliés, pour ainsi dire. Mais ce qui m'intéresse dans ce contexte, c'est le cas du processus du Nuremberg, parce que je considère quand même que le processus du Nuremberg est au moins interprété comme que la France, les États-Unis, mais aussi l'Union soviétique et la Grande-Bretagne se sont mis d'accord sur un certain minimum idéologique qui ont permis de mettre en place le processus. Ou est-ce qu'il y a une autre logique plus pragmatique, par exemple, derrière l'organisation de ce processus? Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, bien entendu, Nuremberg est dans une certaine mesure un succès. Et ce succès, c'est que l'Union soviétique, la France, le Royaume-Uni et les États-Unis ont réussi à trouver ce qu'on pourrait appeler un socle commun pour juger les grands dignitaires nazis. Bon. Donc, Nuremberg est un succès. Dans le même temps, il faut bien voir que ce succès est un succès un peu ambivalent. D'abord parce que un certain nombre de points ont été passés sous silence. Et dans ces points passés sous silence, il faut quand même rappeler Katyn, que les avocats de la défense allemande ont voulu mettre au menu et que les alliés, les anglo-américains, ont bien été obligés de passer sous silence. Bon, donc il y a cet élément. Et il y a un autre élément qui, donc Nuremberg, je pense que c'est un succès, mais dans le même temps, on voit bien qu'il y a eu aussi un effet pervers de Nuremberg, c'est de reporter la faute sur les dirigeants nazis en empêchant éventuellement les Allemands de faire leur examen de conscience. Car, il faut le souligner, les Allemands, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, en 1945-1946, se sentent avant tout victimes, beaucoup plus que coupables. Victimes parce qu'ils ont été bombardés, victimes parce que Hitler s'est suicidé et les a laissés dans une situation atroce, victimes parce qu'ils sont expulsés de Tchécoslovaquie, de Hongrie, et qu'ils ont, j'ai le regret de le dire, l'audace de comparer ce qu'ils vivent aux marges de la mort. Bon, donc, vous le voyez, Nuremberg, c'est effectivement un modèle, et un modèle d'autant plus frappant qu'il contraste avec l'échec des procès de Tokyo, hein, puisque Tokyo est un échec contre donc l'idée de juger les responsables japonais. Procès de Tokyo, là, c'est un échec, parce que voilà, vous n'avez eu que des comparses qui ont été jugés, à part le général Tojo. Donc Nuremberg est
incontestablement un succès, mais c'est un succès qui ne doit pas nécessairement nous aveugler. Mais c'est vrai qu'à partir de Nuremberg et de ces jurisprudences, vous avez une idée qui est celle de justice internationale qui va émerger et qui va essayer de frayer son chemin dans le second XXe siècle. Vážení přátelé, já bych v této chvíli konstatoval, že náš čas se pomalu, ale jistě naplnil a chtěl bych na závěr naší diskuze a vaší diskuze, za kterou moc děkuju, vás odkázat teď už na četbu té knížky. A jak vidíte, tak je to nejméně na 2 až 3 večery, jo? Ta kniha. Takže moc děkuju především panu profesorovi za jeho úvod i za jeho ochotu s námi být, s námi diskutovat. Je pravda, že dostat se někdy z Prahy do Brna je dost obtížné a proto moc děkuju i za to zprostředkování, i za tu vaši ochotu přijet do Brna na zdejší půdu knihovní a doufám, že v těchto akcích bude knihovna také pokračovat. I ty návštěvy z Francie odjinud, že budou pokračovat. Takže ještě jednou mnohokrát děkuji, pane profesore. A nyní, jak jsem avizoval na začátku, tak je zde možnost si knihu zakoupit a co víc nechat si podepsat. Přeji vám hezký večer.